Chers compatriotes, ce 30 juin 2019, la République démocratique du Congo va commémorer le 59e anniversaire de son indépendance. Dans des circonstances normales, nous nous serions réjouis, tous ensemble, en évoquant notamment les hauts faits des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour que notre pays puisse accéder à la souveraineté nationale et internationale. Tout en ayant une pensée pour ceux des pionniers de l'indépendance qui nous ont quittés et ceux qui sont encore en vie, les Congolaises et les Congolais ne peuvent que se rendre à l'évidence. 5 mois après mon accession à la magistrature suprême, je ne peux nier que notre pays fait encore face à des défis majeurs. Ils sont énormes, certes, mais pas insurmontables. La problématique de l'insécurité récurrente dans certaines parties du territoire national, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika, du Kasaï et du Kasaï central, est très préoccupante. Je fais du rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire ma priorité, car il y va de la survie de centaines de milliers de compatriotes, de la stabilité des institutions établies, de la relance économique et du climat de paix avec tous nos voisins. En attendant la mise en place imminente du gouvernement de la République, je n'ai pas croisé les bras. Après la passation de pouvoir, je me suis rendu à Lubumbashi pour prendre des mesures à même d'endiguer le banditisme qui faisait rage dans cette ville et mettre fin aux tracasseries existant au poste frontalier. Je me suis ensuite rendu dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma et Beni, pour faire l'état des lieux de l'insécurité grandissante et de la persistance de l'épidémie à virus Ebola. J'ai terminé ce périple à l'intérieur du pays par la ville de Kisangani. Partout où je suis passé, je me suis rendu compte que nos compatriotes vivent dans la peur du lendemain à cause de l'insécurité. Et en ce qui concerne Beni et Butembo, comme si cela ne suffisait pas, le drame humanitaire que constitue cette épidémie à virus Ebola est venu s'ajouter à ce tableau déjà assombri. Les derniers cas de résurgence d'insécurité en Ituri m'affectent profondément, car ils constituent un grand recul en matière de pacification. C'est ainsi que je viens d'ordonner à nos forces armées de mener des opérations de grande envergure dans les territoires de Djougou et Mahagi. Ces opérations vont s'étendre à Minembwe, dans le sud Kivu, pour mettre définitivement fin aux aventures de tous les hors-la-loi qui endeuillent nos populations et sèment la désolation dans cette partie du pays. Nous saluons les nombreuses redditions des groupes armés observées depuis notre accession à la magistrature suprême. Le gouvernement, en concertation avec la MONUSCO, est en train d'étudier le cadre adéquat pour leur prise en charge en vue de leur réinsertion dans la société. Nous lançons un vibrant appel aux groupes armés encore actifs à déposer les armes pour bénéficier des avantages de ce nouveau cadre de démobilisation, désarmement et réinsertion. L'insécurité est aussi et surtout le fait des groupes armés étrangers. Un plan de leur éradication totale est en train d'être discuté avec la MONUSCO et les pays voisins concernés. Chers compatriotes, en signe de solidarité avec nos compatriotes de Beni, Bunia, Mahagi, Djougou, Butembo, des villes environnantes et des autres contrées du pays touchées par l'insécurité, j'ai décidé de commémorer ce 30 juin dans la province de l'Ituri. Ma présence dans cette province s'explique par un souci de compassion
envers des milliers de familles congolaises endeuillées. Chers compatriotes, mon propos d'aujourd'hui ne constitue pas un bilan à mi-parcours du chef de l'État. Cependant, il est de bon ton, après 5 mois à la tête du pays, que je vous dise ce qui revient à l'actif de mon administration. S'agissant du social, j'ai entrepris, dans le domaine de la santé, de mettre en œuvre des mesures qui produiront des effets bénéfiques à l'ensemble de la population à court terme. Ces mesures sont mises en place de manière progressive. Il en est ainsi de la gratuité des soins de santé au profit de nos hommes de troupe, ce qui constitue un prélude à la couverture maladie universelle que j'ai annoncée et à laquelle plusieurs partenaires extérieurs ont adhéré, promettant leur accompagnement. Pour renforcer la lutte contre le virus Ebola, j'ai créé un comité de coordination national placé directement sous la tutelle de la présidence qui réunit, outre le ministère de la Santé, des experts congolais dont la renommée en la matière est reconnue au-delà de nos frontières. Je ne ménagerai aucun effort pour enrayer ce fléau. C'est pourquoi, aux actions du gouvernement, j'ai décidé d'associer les leaders politiques locaux et ceux de la société civile, car ce combat nous concerne tous. La problématique de l'eau et de l'électricité à Kinshasa et dans l'arrière-pays se doit d'être définitivement résolue. À Kinshasa, la capitale, certains travaux d'aménagement de modules de traitement d'eau sont à terme et d'autres en cours de finition. C'est le cas, pour ne citer que ces exemples, de la station de Lemba Imbu, tout comme la reprise en alimentation d'eau au camp militaire de Kitona, dans la province du Congo central, après plusieurs décennies de pénurie. Dans le domaine des infrastructures, les travaux en cours sur l'étendue du territoire national, en particulier des routes et ponts d'intérêt général, démontrent ma détermination à favoriser l'intégration nationale et les échanges entre les provinces. Dans les centres urbains, la ville de Kinshasa a donné le ton avec des travaux d'aménagement, notamment des sauts de moutons, en vue de débarrasser la capitale de ces interminables embouteillages. En ce qui concerne la réhabilitation des routes, plusieurs ouvrages sont en voie d'être achevés à Kinshasa et dans les provinces, comme j'ai pu m'en rendre compte personnellement lors de ma visite dans la Tchopo, où j'ai inauguré 2 ponts d'intérêt national. Des travaux de grande envergure ont été confiés à l'Office des routes dans toutes les 26 provinces et à l'Office des voiries et drainages en ce qui concerne Kinshasa et les principales villes du pays. S'agissant des travaux en province, ils concernent la réhabilitation et la réouverture des routes d'intérêt général, mais aussi la remise en état des ouvrages de franchissement, c'est-à-dire des ponts et des bacs. Nous construisons ces routes et ces ouvrages de franchissement pour une meilleure circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, ce qui va induire une véritable intégration nationale sur le plan économique. Les produits vivriers seront ainsi facilement acheminés des milieux ruraux où ils sont produits vers les grands centres urbains. Les échanges entre les différentes provinces, selon leurs spécificités et spécialités, vont entraîner l'embellie de notre économie aujourd'hui fortement extravertie. Mon objectif à terme est d'assurer l'autosuffisance alimentaire à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Il est en effet incompréhensible que la République démocratique du Congo, dotée d'innombrables ressources naturelles telles que des terres arables, des fleuves et des rivières poissonneux, des pâturages, puisse importer la quasi-totalité
des biens de première nécessité. Le même élan sera poursuivi pour certaines mesures préconisées concernant notamment la baisse des prix des denrées alimentaires. Pour ce qui est des volets politiques et des droits de l'homme, je me réjouis avec l'ensemble des Congolais que notre pays ait connu sa première alternance pacifique et historique à l'issue des élections du 30 décembre 2018. Le mérite revient en premier lieu au peuple congolais qui est allé accomplir son devoir civique dans la paix. Ensuite, l'attitude affichée par mon prédécesseur à propos de l'alternance pacifique a été très déterminante pour le maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. Enfin, le rôle joué par les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral a été tout aussi primordial. Concernant les libertés publiques, je ne vous cacherai pas ma satisfaction d'avoir permis la concrétisation de la décrispation politique telle que stipulée dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Les exilés politiques sont de retour. Les réunions et manifestations politiques se tiennent sans aucune entrave. Je tiens à vous rassurer sur ce chapitre que les choses iront de mieux en mieux et dans le strict respect des lois de la République et de l'établissement d'un État de droit. Nous n'avons plus de cachots privés dans notre pays. Nos pénitenciers se vident de leurs prisonniers politiques et d'opinion. Plus de 700 prisonniers ont pu être relaxés, comme vous avez pu vous en rendre compte avec la libération notamment de certains cas dits emblématiques. Et pour respecter les standards dans le milieu carcéral, j'ai décidé de l'assainissement des prisons qui sont devenues de véritables mouroirs et de l'augmentation de leur capacité d'accueil. C'est dans ce cadre que les travaux entamés au niveau du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, communément appelé prison de Makala, constituent la première étape. Si toutes les manifestations publiques qui se sont tenues jusqu'à ce jour n'ont connu aucun mort, aucune arrestation dans les rangs des manifestants, il est cependant déplorable de constater que ce sont des éléments de la police nationale qui se retrouvent agressés ou grièvement blessés. C'est le cas de la dernière manifestation organisée le 23 juin dernier à Kinshasa. Je me suis personnellement rendu au chevet des victimes d'actes de vandalisme commis par des inciviques, des manifestants mal encadrés qui n'ont pas hésité à s'attaquer aux ouvrages publics, aux paisibles citoyens et à leurs biens. Ceci doit prendre fin et la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, car je refuse que certains leaders mal intentionnés puissent confondre démocratie et anarchie. Pour renforcer la protection des droits humains, j'ai créé récemment un organisme chargé de lutter contre la traite de l'être humain. Toujours sous ce chapitre, il n'est pas vain de signaler que toutes les tendances politiques ont désormais accès aux médias officiels, notamment la radio et la télévision nationale congolaise, RTNC en sigle. Mes chers compatriotes, 5 mois après mon avènement au pouvoir, je ne peux produire de miracle. C'est pourquoi je fais appel au patriotisme de tout un chacun pour les nombreuses réformes à réaliser en vue de répondre aux besoins multiples et variés de la population. Si nous adhérons tous à la vision selon laquelle tout doit être fait et doit revenir d'abord au peuple, celui-ci a aussi sa part de responsabilité, particulièrement dans le changement des mentalités. Dès lors, je vous exhorte tous à regarder dans la même direction. Notre pays ne pourrait qu'en retirer le plus grand bien. De nouvelles opportunités s'offriront aux Congolais.
À la faveur de l'amélioration en cours du climat des affaires, la diversification de notre économie attirera de nouveaux investisseurs. Des emplois seront créés au profit des chômeurs et surtout de nos jeunes. Chers compatriotes, enfin, s'agissant de la diplomatie et de la coopération régionale, dès ma prise de fonction, j'ai procédé à la réouverture de la maison Schengen pour normaliser nos relations avec l'Union européenne, qui est un partenaire traditionnel de notre pays. J'ai organisé un premier déjeuner diplomatique. J'ai décidé d'échanger régulièrement avec tous les ambassadeurs accrédités dans notre pays. C'est dans ce cadre que j'ai reçu au mois de février dernier tous les ambassadeurs pour parler avec eux de ma vision en politique étrangère. Dans ce même cadre, j'ai tenu à mettre en place des déjeuners diplomatiques, dont le premier s'est tenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne et du Canada. Cet exercice va se poursuivre avec les ambassadeurs des autres pays. Dans ce domaine, ma politique sera celle de l'ouverture au monde, dans un partenariat gagnant-gagnant. Quant à la coopération régionale, la position géographique de notre pays, située au carrefour de plusieurs organisations sous-régionales, lui confère un rôle majeur dans l'intégration africaine préconisée par les chefs d'État regroupés au sein de l'Union africaine. L'intégration africaine étant l'objectif ultime, j'ai entamé des voyages au niveau de la région pour partager cette idée avec mes pairs. Cette démarche consiste à réaliser d'abord l'intégration au niveau de chaque sous-région avant sa consolidation au niveau continental. C'est dans ce cadre que mes visites m'ont déjà permis d'échanger avec les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de la Zambie, de l'Angola et du Congo, en ce qui concerne nos voisins. À cette liste s'ajoutent mes fructueuses rencontres avec les chefs d'État du Kenya, de la Namibie, d'Afrique du Sud, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Avec les uns et les autres, nous avons compris que nous n'atteindrons pas cet objectif d'intégration africaine et du développement de notre continent si nous ne menons pas un combat farouche contre l'insécurité et les différents conflits qui déstabilisent l'Afrique. Ceci n'est possible que par la construction d'infrastructures transnationales. Les routes, les chemins de fer, les voies aériennes, les voies fluviales et maritimes, et par l'élimination des barrières douanières. Toujours sur ce chapitre de la diplomatie, je voudrais aussi souligner mon dernier passage à Washington, où j'ai eu des discussions avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Ces discussions ont débouché sur une mission de cette institution à Kinshasa au titre de l'article 4. Le rapport de cette mission augure la reprise des programmes avec le FMI, qui est une bonne chose pour l'économie de notre pays. Avec la Banque africaine de développement, je voudrais d'emblée remercier le président de cette institution, mon frère Akinwumi Adesina. Au cours de nos échanges, il a clairement indiqué sa satisfaction concernant l'assainissement du cadre macroéconomique et a également promis le soutien de son institution aux différents projets de notre pays. Je voudrais aussi dire qu'au niveau de la Banque mondiale, je viens de recevoir à Lubumbashi le vice-président de cette institution financière internationale, avec qui nous avons partagé des vues communes sur la reprise de leur programme en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, après avoir dressé ce constat à mi-parcours dans les domaines étayés, je vous annonce ma détermination à engager le gouvernement à répondre aux attentes de la population
par des réformes nécessaires au développement de notre pays. Ainsi, la promotion des droits de la femme est un critère qui rentre en compte pour ce faire. C'est pourquoi je demanderai au Parlement de réfléchir sur un système de quotas, aussi bien dans les assemblées électives que dans l'administration, à réserver d'emblée aux femmes afin de renforcer leur participation active dans la société. De la même manière, je prendrai des mesures pour lutter contre le chômage des jeunes. Des mesures incitatives seront prises en faveur des entreprises qui vont employer des jeunes. Un fonds de garantie sera créé pour leur permettre d'accéder au crédit bancaire tout en bénéficiant d'un accompagnement dans la gestion de leurs projets. J'envisage également une profonde restructuration du service national et le renforcement du rôle de l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, pour prendre en charge les jeunes désœuvrés et favoriser leur réinsertion dans la société. Chers compatriotes, la lutte contre la corruption et pour la bonne administration de la justice sont des gages de bonne gouvernance. Sans une justice équitable, il est inutile de parler d'état de droit. La justice élève une nation, dit-on. Cette parole biblique doit nous inspirer dans notre quête d'une justice plus juste qui serait rendue par des juges intègres. Je prends l'engagement et réitère en tant que magistrat suprême mon vœu de nommer des hommes et des femmes intègres afin qu'ils redorent le blason terni de notre justice. Une autre grande réforme devra viser le système électoral dans la mesure où celui qui est en vigueur a montré ses limites, plus précisément en ce qui concerne le mode de désignation des sénateurs et des gouverneurs. Chers compatriotes, au moment où nous déplorons l'insécurité dans les 6 provinces précitées, voilà qu'un autre drame vient durement assombrir cette journée anniversaire de l'indépendance avec l'effondrement d'une mine à Kolwezi qui a causé plusieurs victimes parmi nos concitoyens. Après avoir ordonné une assistance aux familles éplorées, je leur présente mes condoléances les plus attristées. Par ailleurs, je viens de diligenter à cet effet une enquête pour établir les responsabilités dans ce drame. Chers compatriotes, ce 30 juin est le premier que je célèbre avec vous en tant que chef de l'État. Je l'ai voulu moins fastueux et plus dans la méditation et la prière, ce qui nous permet à tous de faire l'état des lieux afin de mieux nous projeter dans l'avenir. Un avenir que je veux radieux et prospère pour tous les Congolais. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Je vous remercie. La question du climat des affaires est déterminante pour que nous puissions être attractifs, notre pays devienne attractif, notre pays puisse attirer les capitaux et que ces investisseurs qui n'amènent pas seulement des capitaux, ils amènent aussi l'expérience dans les domaines de la production, dans les différents domaines. Donc le chef de l'État a mis l'accent sur ça, c'est particulièrement intéressant. Et d'autre part, il a parlé de la diversification, notre manière de produire. Si nous continuons à produire la même chose, et comment voulez-vous que nous soyons en mesure d'atteindre ce qu'il a dit, la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire? Il faudra que, aujourd'hui, vous le savez, près de 60% de ce que nous consommons, consommation, pas des équipements, mais la consommation, provient de l'extérieur. Et donc ça signifie quel gâchis des devises. Parce que si on était comme les Américains, comme les Européens, qui peuvent tout acheter avec leur monnaie locale, mais nous, notre monnaie n'est pas encore convertible, donc on ne peut rien acheter à l'extérieur. Donc il nous faut des devises. Et ces devises proviennent essentiellement des produits des exportations. Alors, vous voyez qu'une économie qui
qui fonctionne. Un circuit économique comme celui-là, aussi rudimentaire, n'est pas un circuit économique qui est susceptible de dégager des chances d'un développement réel. Mais il est important aussi pour sa souveraineté que les pays puissent disposer d'une infrastructure portuaire, des performances compétitives. Et d'ailleurs, il faut que les ports à nos fronts des bananes soient compétitifs par rapport aux coûts. Parce que tout autour, vous avez les ports de Luanda, vous avez les ports de Lobito, vous avez les ports de Soyo, vous avez... Donc l'Angola a étalé. Et si vous allez plus loin, en Namibie, vous avez les ports de Walvis Bay. Et donc, il faudra que nous puissions avoir une infrastructure qui soit compétitive par rapport à la concurrence avec tous les autres ports. 30 juin 1960, 30 juin 2019 exactement, 59 ans se sont écoulés depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. La commémoration de cet anniversaire est placée sous les signes de la méditation. Cependant, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, n'a pas voulu passer sous silence cette date historique. Il a organisé une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala. Les autorités tant civiles que militaires, des corps diplomatiques et les forces vives de la société civile étaient présentes pour rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant. Dans sa prédication, Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire et vicaire de Kinshasa, s'est inspiré de la Bible dans Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 16, qui prophétise que Dieu nous rappelle l'histoire du bon berger, c'est-à-dire la reconstitution du peuple et la refondation de la nation sont les signes de la stabilité. Coïncidence avec cet anniversaire de l'indépendance de la RDC consacrée au cœur de Jésus-Christ. Dans le cœur de Jésus, on trouve un seul sentiment, l'amour sincère. Il a encore ajouté que pour les 59e anniversaire de notre pays, nous devrons avoir de bonnes intentions pour le bien-être de notre peuple, honorer les combats et louer les mérites de ceux qui ont lutté pour cette liberté. Dans son adresse, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, a rendu un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur du bien-être de la population congolaise et pour son initiative de prière nationale pour le Congo. Cette journée du 30 juin est sacrée dans la mesure où elle exalte notre liberté retrouvée et met en l'honneur les combats historiques menés par tout un peuple afin d'être seul maître de son destin, a-t-il ajouté. L'autorité urbaine a par après signifié que cette journée est sacrée et mérite l'adhésion de tous à sa célébration et elle devrait rapprocher les acteurs politiques congolais, toutes tendances confondues autour de l'intérêt supérieur de la nation et des valeurs communes dans un esprit constructif d'unité et de complémentarité. Déjà en 1921, Papa Simon Kimbangu parle déjà de l'émancipation de l'homme noir, de l'émancipation du Congolais. Quand il dit « demain, l'homme blanc sera l'homme noir et l'homme noir deviendra l'homme blanc », c'est déjà l'égalité. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a une lutte, une prise de conscience antérieure à la vraie lutte pour l'indépendance, qui commence dans les années 50. Donc c'est déjà en Kamba, 1921, cette lutte, cette prise de conscience menée par Papa Simon Kimbangu. C'est la date du 4 janvier 1959 qui donne le coup d'envoi de la libération, de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Comment? Après ces événements, les leaders de la BACO vont être arrêtés, donc à Savubu en premier, mais d'autres leaders aussi vont être arrêtés. Donc tous ces prisonniers-là, leur arrestation va faire en sorte que le roi Baudouin va donc fléchir la position de son royaume et penser donc à octroyer l'indépendance. C'est ceci pour vous dire combien les Congos ont joué pour l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est du Bandundu dont est provenu un des partis politiques à tendance
national, nationaliste et même déjà avec une vision panafricaine, le Parti solidaire africain. Et déjà, le Parti solidaire africain coalisé à l'époque avec l'Abaco de Joseph Kasavubu. Parce que l'Abaco, qui était une association d'abord tribale, et elle réunissait non seulement la nouvelle province du Congo central, mais c'était la province de Léopoldville. Antoine Gizenga est l'un des premiers citoyens congolais. Déjà, en 1959, il y avait lui qui s'est fait accompagner d'un autre du Bandundu, donc Cléophas Kamitatu, qui était son secrétaire pour les comptes du Parti solidaire africain. Il y avait Albert Kalonji pour les comptes de la province du Kasaï en général, et qui lui s'est fait accompagner par Cyril Adoula. Il y avait également Joseph Kasavubu pour les comptes de la province du Léopoldville aussi, comme Gizenga, mais cette fois-là dans les coins du Congo central. Lui s'est fait accompagner d'Nzé Zalando. Alors, ils avaient, vous savez, il y a eu beaucoup de péripéties, mais là, en 1959, ils se décidèrent tous les trois, chacun avec un acolyte, pour aller contacter les autorités coloniales déjà en Belgique, leur parler de l'accession du pays, de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Et ils étaient à trois. Ils y sont allés, arrivés en Belgique, ben, on leur a réservé une fin de non-recevoir par l'autorité coloniale qui a estimé qu'il y avait défaut de qualité dans leur chef. C'était un prétexte, vous le savez. Ils ont dit, l'autorité coloniale a dit, mais qui vous a mandaté pour venir jusqu'en Belgique solliciter cette indépendance? Ils étaient déjà chefs de parti, ils étaient déjà des leaders d'opinion parce qu'ils présidaient aux destinées des partis politiques en République démocratique du Congo. Un des acteurs politiques majeurs dans le processus de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba a marqué son temps par la nature de son combat politique. Premier ministre destitué de ses fonctions, puis incarcéré, il a continué à porter le Congo dans son cœur à travers des écrits incisifs comme ce texte repris par Michel Kitoko. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies. Cet organisme à qui nous avons placé toute notre confiance et lorsque nous avons fait appel à son assistance ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à assurer notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que morts, vivant libres ou en prison sur l'ordre des colonialistes. Ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage, d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Et moi je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs et se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, le peuple libre et libéré de tous les coins du monde seront toujours derrière le million de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et l'ère mercenaire dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. La prophétie de Lumumba s'est-elle réalisée? Au regard de la formation des Congolais dans les diverses disciplines des sciences sociales et humaines, la République démocratique du Congo dispose des ressources compétentes pour rédiger son histoire. Message de vœux de TFM à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. La commémoration du 59e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance est pour l'entreprise Tenke Fungurume Mining
une heureuse opportunité pour présenter à vous-même, aux institutions de la République, ainsi qu'à l'ensemble du vaillant peuple congolais ce vœu de réussite pour la réalisation de tous les projets mis en place pour le développement de ces grands et beaux pays au cœur de l'Afrique centrale. Tenke Fungurume Mining SA, producteur du cuivre et du cobalt nécessaires à l'économie mondiale, saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement à contribuer à l'essor social et économique de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo. Ce dimanche 30 juin 2019, jour de la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Kinshasa a observé un calme légendaire. Les Quinoises et les Quinois ont suivi à la lettre le mot d'ordre lancé par le gouverneur, celui d'afficher une attitude responsable, sinon méditer sur cette date historique pleine de significations et en tirer toutes les leçons pour mieux se projeter dans l'avenir que le peuple congolais veut radieux. Eh bien, ces images les démontrent à suffisance. Sous l'œil vigilant de la police nationale congolaise, les commerces ont ouvert leurs portes au public comme à l'accoutumée. Les églises disséminées à travers les 24 communes de la capitale congolaise ont accueilli leurs fidèles, et cela dans la quiétude la plus absolue. Les transports en commun, pour parler de lui, très visibles au service d'un peuple épris de paix. Sauf, il faut signaler ce petit incident survenu sur le boulevard Lumumba, précisément à l'arrêt abattoir dans la commune d'Ndjili, où un policier a été blessé dans une attaque orchestrée par des inciviques qui tentaient de troubler l'ordre public. D'après nos sources, ce policier dont il est question a été pris en charge par une formation médicale de la place et que son état de santé n'est pas grave. Pour tout dire, Kinshasa a traversé dans l'ensemble un dimanche paisible. Le 59e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays, passé sous une méditation dans toute l'étendue du territoire national, comme dans la province de la Mongala, Crispin Ngbundu Malengo, gouverneur des provinces, a d'abord tôt le matin organisé un salongo devant les bâtiments qu'abrite le gouvernorat où le personnel politique et d'appoint était convié. Crispin Ngbundu Malengo, en bon maître de l'école, coupe en main, sous une fine pluie, accompagné de son vice-gouverneur Serge Mongoulou, on voulait en premier lieu pousser la population mongalaise et leur inviter au chemin du travail, étant donné que la province de la Mongala est réputée une province à vocation agricole. La machine à marche de la Mongala, Ngbundu Malengo, un bon exemplaire, était censé de connaître d'abord le salongo et recevoir les cas d'urgence du cabinet. Ensuite, ce n'est pas tout. Aux heures des après-midi, l'infatigable gouverneur des provinces était allé répondre à une invitation à l'église assemblée des rachetés en ville de participer à un culte d'action de grâce organisé au nom de la province et dédié à Dieu, le gouvernement et l'assemblée provinciale de la Mongala. Crispin Ngbundu Malengo, assisté du vice-gouverneur Serge Mongoulou, accompagné du président de l'assemblée provinciale de la Mongala, Floribert Galam, et les membres du bureau permanent, y compris les fidèles de l'église des rachetés de pasteur Esaïe Mangaya, ont remis entre la main puissante de Dieu la province, y compris le programme du gouverneur axé sur l'unité pour le développement. Le projet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quinquennal. C'est un projet qui a des TDR, c'est un projet qui est équilibré, réfléchi selon le temps. Les SMART, on utilise, c'est dans le temps et dans l'espace. À chaque pas trimestriellement, on va commencer, n'est-ce pas, à évaluer nos performances et voilà. Il y a des experts qui travaillent par rapport aux IOV. Il y aura des indicateurs objectivement vérifiables. D'ailleurs, le condensé de tout ça, vous aurez les TDR, c'est bien spécifié dedans. Comme vous le savez, le chef de l'État est en train de prôner parmi ses axes prioritaires, n'est-ce pas, avec les ODD en train de prôner plus la santé. N'est-ce pas, c'est cette santé communautaire
qui le préoccupe plus, okay? La proximité. Alors nous, au niveau de notre réseau, comme on a notre 01, comme on aime l'appeler, les 01, ils connaissaient déjà les projets, alors il nous a soutenus pour que nous puissions officiellement, n'est-ce pas, aujourd'hui, lancer les projets Fachi Santé, qui consistera, n'est-ce pas, à prendre en charge les soins de santé primaires gratuits. L'affaire de viol de la fille de 13 ans par ses condisciples continue à défrayer la chronique et les commentaires vont dans tous les sens. À ce sujet, les activistes de droits de l'homme et avocats de la défense fixent l'opinion dans un point de presse. Ici, nous venons pour fixer l'opinion sur la surmédiatisation de cette affaire qui est en instruction en justice. Et puis la politisation à outrance du même procès. Et vous savez que l'article 150 de la Constitution, si je m'abuse, consacre l'indépendance du juge. Et que lorsque le juge est en train de faire son travail, ce dernier n'a pas à subir les pressions de qui que ce soit, de quelque structure que ce soit. Dans notre déontologie, il ne nous est pas permis, lorsque l'affaire est pendante devant un tribunal, que les avocats prennent le luxe de toucher les fonds de cette affaire. Nous devons attendre jusqu'à ce que l'affaire sera prise en délibéré et que le juge, dans les secrets et avec son intime conviction, sortira une décision. Mais nous voulons tout simplement dire à l'opinion qu'il y a une loi spéciale. À part les juridictions ordinaires, il y a des juridictions spéciales telles que le tribunal pour enfants. Nous sommes dans la carrière des coves de l'entreprise minière KCC, Katanga Copper Company, avec ses gradins qui recèlent d'importants gisements de cuivre et de cobalt. C'est à cet endroit que s'est produit un éboulement. Des exploitants miniers artisanaux ont pris l'habitude de s'introduire massivement dans cette entité minière privée à la recherche de minéraux de forte teneur. Et malheureusement, le pire est arrivé. Des corps sans vie ont été extraits des décombres. L'inhumation a été opérée en toute dignité avec les concours des autorités locales. Touché par ces drames, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché sur place à Kolwezi une délégation mixte des membres du Conseil de sécurité que conduisait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo, pour savoir ce qui s'est passé réellement, consoler les familles des victimes et surtout comment éviter pareille situation par l'encadrement des exploitants miniers artisanaux en les orientant sur des sites qui leur sont destinés et sécuriser ainsi les concessions minières privées. Pendant la visite, quelques inciviques ont été repérés sur les lieux du drame, sans francs aux yeux, à la recherche des matières premières. Face à cette situation préoccupante, quelques mesures d'encadrement ont été prises. C'est notamment la fermeture de tous les comptoirs se trouvant à proximité des concessions minières privées. L'exploitation minière artisanale étant réglementée en RDC, une campagne de prospection et de découverture des zones d'exploitation minière ZEA est en cours d'élaboration avec la participation des privés. Question d'en augmenter les sites. Demain, si vous repassez ici, vous ne verrez plus un clandestin ou un voleur venir voler comme ils le font là. On va prendre des dispositions pour évacuer tout le monde. Déjà, le gouverneur de la province, et en collaboration avec la société, on avait déjà pris des dispositions pour trouver un site d'exploitation artisanale qui existe. Malheureusement, c'est hors la loi, ne veulent pas suivre, ne veulent pas accepter pour aller travailler là-bas. Et des efforts sont menés dans ce sens pour la réorientation de cette frange de la population vers d'autres activités viables telles que l'agriculture. À ce sujet, des voix s'élèvent pour réclamer la tenue des états généraux de la jeunesse pour des solutions idoines à ces problèmes qui gangrènent la société congolaise.
La République démocratique du Congo a déposé sa candidature pour l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Devant le Conseil d'orientation à Paris, Bruno Tshibala Nzenze, Premier ministre sortant, a relevé que le choix de la RDC, premier pays francophone, constitue un atout majeur de par sa position géostratégique. Pour le Premier ministre sortant, l'accueil des Jeux de la francophonie va permettre à la RDC d'offrir des opportunités politiques, diplomatiques et économiques. Ces Jeux constituent l'occasion idéale pour les jeunes d'être mobilisés autour de valeurs de solidarité, d'excellence et de paix qui propre notre organisation, la francophonie. Donc nous allons prendre toutes sortes de dispositions, de mécanismes, un plan d'urgence de sécurité pour garantir sécurité aussi bien aux athlètes qu'aux officiels. Fort de ces importantes ressources naturelles, la RDC doit mettre en avant son potentiel culturel pour un plus grand rayonnement international, a martelé le chef du gouvernement sortant. À l'issue de cette réunion, le Conseil d'orientation, dans son format ministériel, va recommander la désignation de la RDC, État hôte de la 9e édition des Jeux en 2021, à l'intention du Conseil permanent. Selon Bruno Tshibala, l'expérience en organisation des événements à caractère international, le 14e sommet de la francophonie, organisé ici à Kinshasa en 2012, en est une preuve. Face à une économie caractérisée par la désaccumulation, la baisse du revenu national depuis 1945, la branche de salut passe par l'implication des industriels congolais dans les affaires. L'économie congolaise présente 3 compartiments, à savoir une économie étrangère opérant au Congo, une économie informelle et une économie domestique. Ce point de vue de Mulumba Tshenda Cyprien préconise un modèle innovant d'accumulation de la richesse en République démocratique du Congo. Il s'agit de faire passer la désaccumulation systématique de l'économie congolaise. Le chercheur congolais est d'avis que l'accumulation de la richesse nationale doit reposer sur des moteurs, à savoir l'investissement et l'innovation, ainsi que le revenu, la création d'emplois et la consommation. Comme la productivité crée la hausse des profits et des investissements, la croissance devient à son tour un accélérateur du capital humain et matériel. En observant des pays africains, l'économiste congolais constate que le Nigeria présente des caractéristiques d'un pays de rente, mais l'économie nigériane est contrôlée par des privés nigérians. Au cours de la journée de réflexion organisée à l'intention de la communauté universitaire en rapport avec les 59 ans de l'indépendance ayant trait à l'avenir de l'élite congolaise, le professeur Joseph Katanga, premier intervenant, s'est penché sur les 3 devoirs que le peuple doit aux dirigeants. À la lumière de la Bible, selon titre 3, la soumission, la prière et la disponibilité aux bonnes œuvres. Pour lui, le peuple ne doit ni juger, analyser et ridiculiser les autorités établies par Dieu. Le professeur Bonaventure Tshelo a demandé à l'assistance d'éviter la corruption, la tricherie et toutes sortes d'antivaleurs. L'université doit arriver à retrouver l'excellence et respecter la liberté. La lutte contre les antivaleurs doit commencer en famille. Les professeurs doivent attribuer aux étudiants ce qui leur doit et balayer plusieurs comportements inciviques. L'aumônier du jour, le révérend Israël Sokou, a lancé un appel au personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avions un grand rendez-vous avec le Seigneur, invité mes frères et sœurs, professeurs chrétiens, administratifs, étudiants, de rester ensemble, unis, pas de division, pour que les salis, pour que Christ puisse régner dans notre université de Kinshasa et dans notre pays. À la fin de cette journée, une prière a été dite pour la préservation de la paix en RDC.